Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo hebdomadaire, une vidéo qui sera aujourd'hui dédiée au pétrole. Alors on va parler des cours du pétrole, beaucoup attendent un cours du pétrole à 100 dollars le baril, on va essayer de voir si ce scénario est réalisable et on va essayer de faire une comparaison avec les dernières périodes où nous avons connu un pétrole à 100 dollars, c'est-à-dire la période 2006-2008 et la période 2011-2014. On va essayer de faire un comparatif des différents facteurs à cette époque, à ces époques qui avaient permis donc un cours du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril. Nous allons donc comparer ces facteurs avec ceux qui sont en présence aujourd'hui. On va s'intéresser également, bien entendu, on va débuter par le rapport NFP, on va essayer de le décrypter, un NFP qui a trouvé le juste milieu afin d'indiquer une reprise de l'économie sans pour autant remettre en question la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Et on va terminer par le gold, avec notre parallèle entre l'or et le bitcoin. On va essayer de voir euh, pourquoi ces deux actifs sont-ils liés entre eux. Nous avions déjà répondu à cette question lors d'une précédente présentation hebdomadaire. On va essayer de trouver ce fameux niveau, ce déclencheur sur le bitcoin qui permettrait de nous laisser attendre une hausse des cours de l'or. Donc voilà pour le résumé de ce que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons débuter à présent par un rapide rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Alors les top news, tout d'abord le rapport NFP, le rapport sur le marché de l'emploi américain est ressorti supérieur aux attentes. Concernant le marché pétrolier, nous faisons face à un déficit important qui permet au cours du pétrole de se hisser. L'OPEP+ souhaiterait augmenter sa production en raison justement de la reprise de la demande qui était attendue pour cet été et qui se fait ressentir. Alors certains acteurs du marché, de ce fait parient sur un cours du pétrole à 100 dollars le baril en se basant sur les récentes hausses. Concernant le métal jaune, on a pu constater une chute considérable des cours. Quelle est la prochaine étape à présent pour le Bitcoin? Car en effet, l'or et le Bitcoin sont liés. On va essayer de voir de quelle manière. Vous retrouverez à droite les cours du pétrole depuis 1986. Vous voyez le rebond considérable que nous avons connu depuis le début de la pandémie. Ce rebond a vu le jour grâce à l'OPEP+, qui maintient un déficit artificiel en réduisant considérablement sa production. Et donc, nous avons une offre qui est réduite de manière artificielle et nous avons une demande qui se renforce. Alors, une demande d'ailleurs qui pourrait atteindre les niveaux pré-pandémiques avant la fin de cette année. Alors face à cette situation, est-ce que l'OPEP+ va augmenter sa production de manière significative ou bien elle va opter pour des mesures plus modérées? Dans tous les cas, il y a de fortes chances de voir un cours du pétrole à 100 dollars le baril. Alors, on fait un point sur le rapport NFP, les non-farm payroll. Nous en avons pris connaissance vendredi dernier, comme chaque premier vendredi du mois. Le marché de l'emploi aux États-Unis. Alors, le NFP est ressorti à 850 000, donc 850 000 créations d'emplois contre 700 000 attendus. Concernant les emplois privés non agricoles, le chiffre est ressorti à 662 000 contre 600 000 attendus. Donc des données qui sont prometteuses pour les perspectives économiques et le marché de l'emploi devrait connaître des améliorations supplémentaires une fois qu'il n'y aura plus d'allocation chômage. Car nous l'avons vu justement, les aides fédérales ne poussent pas les gens à chercher du travail. Donc on attend encore une nette amélioration du marché du travail une fois que les allocations, les aides fédérales seront levées. Alors concernant les pressions inflationnistes, on avait parlé des salaires. Alors les salaires augmentent, mais à un rythme légèrement inférieur aux prévisions. Donc cela a calmé, a apaisé les craintes d'une hausse inflationniste. Je vous rappelle que une forte progression des salaires est un facteur inflationniste. Et donc les données ont été positives pour l'économie, des données optimistes, et d'un autre côté, ça n'a pas présenté un risque de resserrement rapide de la politique monétaire. Donc un réel juste milieu de la part du NFP qui n'est pas
trop bon, si je puis dire, ce qui pousserait la Réserve fédérale américaine à aborder le tapering et donc réduire son soutien. Et d'un autre côté, donc, il est positif pour l'économie. Alors les cours du pétrole atteindront-ils 100 dollars le baril? C'est la question que tout le monde se pose. Pour beaucoup d'institutions voient un cours du pétrole à 100 dollars le baril. Nous allons en parler. Alors tout d'abord, quelle sera la décision de l'OPEP+? On devait prendre connaissance de cette décision le 1er juillet. Ce n'est pas le cas. Les Émirats arabes unis s'opposent donc à la décision qui a été prise par les autres pays membres de l'OPEP+, et donc les pourparlers devraient reprendre cet après-midi à partir de 15h30. Donc pas de décision prise jeudi. La Russie et l'Arabie saoudite voudraient augmenter graduellement la production. Les Émirats arabes unis notamment veulent un retour rapide des niveaux normaux. Et donc il y a il y a une mésentente publique entre les membres de l'OPEP+. De plus, il faut savoir que la situation est assez compliquée étant donné que la pandémie n'est pas terminée. Alors, est-ce que cette reprise de la demande sera pérenne ou allons-nous assister à de nouvelles vagues au niveau de la pandémie, ce qui réduirait fortement la demande? Seul l'avenir nous le dira. Et donc ici, sur le graphique de gauche, nous avons plusieurs données. Tout d'abord, nous avons la production cible, ici en noir. En jaune, nous avons la production de l'OPEP+, la production donc de l'OPEP+, et nous avons ici les attentes du marché concernant l'augmentation à venir de la production. En vert, le scénario à 500 000 barils par jour pour le mois d'août, et en rouge, le scénario baissier, c'est-à-dire une augmentation de la production à hauteur de 750 000 barils par jour en août. C'est le scénario que souhaiteraient les Émirats arabes unis, un retour rapide à la production. Et donc vous avez ici les différents scénarios pour la prochaine étape, c'est-à-dire à partir du mois d'août. Alors on va attendre la décision des pays membres de l'OPEP+. On devrait prendre connaissance de cette décision à partir de 15h30. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un marché qui est en train de s'équilibrer, selon le récent rapport STO de l'EIA. La production de l'OPEP devrait augmenter de 0,7 millions de barils par jour jusqu'au 4e trimestre et devrait se stabiliser à ces niveaux. Et donc, à partir du moment où on aura une stabilisation du marché pétrolier, on aura des prix qui se stabiliseront également et qui dépendront uniquement de la demande. Donc, les prix seront stables si la demande est dans les prévisions. En revanche, si la demande est inférieure ou largement supérieure, on pourra avoir soit des hausses, soit des baisses. Donc voici ici sur le graphique de gauche, on retrouve la production mondiale en bleu, la consommation mondiale en marron. Et vous voyez, nous sommes à ce niveau-là, on est en train de s'équilibrer et la production devrait augmenter afin de s'équilibrer ici avec la demande, donc une offre qui devrait s'équilibrer avec la demande à la fin de l'année 2021 selon les prévisions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, donc nous l'avons dit, il y a un fort déficit sur le marché pétrolier, déficit artificiel, un déficit qui a brièvement été interrompu en début d'année. Mais si on venait à faire un parallèle ici, on pourrait retrouver donc une similitude avec les années 2006-2008. Vous voyez, ça commence à se ressembler petit à petit et s'en est suivi une hausse considérable des cours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, il y avait eu une augmentation de la demande et une raréfaction de l'offre. Alors ce sont toujours ces deux facteurs qui auront le plus d'impact sur le marché pétrolier, l'offre et la demande bien entendu, et sur la plupart des marchés des matières premières, l'offre est l'offre provient des pays membres de l'OPEP+, donc ces pays ont un contrôle, d'où les différentes réunions, et la demande dépendent à l'heure actuelle de la situation pandémique. Alors, donc on a eu un effondrement par la suite de la demande à cette période suite à la crise financière de 2008 ici. Donc 2006-2008, forte hausse, on atteint un pic, effondrement de la demande suite à la crise financière. Et donc,
C'est cet effondrement de la demande qui a créé ce repli. Alors, cette fois-ci, on a une offre artificielle et une demande qui se redresse petit à petit. Et donc concrètement, le facteur le plus important sera l'offre. Si on reste dans les mêmes conditions, c'est-à-dire s'il n'y a pas de retour de la pandémie, une autre vague et donc de variation, de perturbation sur la demande, tout dépendra de l'offre, donc tout dépendra des pays membres de l'OPEP+. Alors, on va essayer de faire un comparatif avec ces périodes. On va déceler deux périodes. La période de 2008, lorsqu'on a franchi les 100 dollars le baril, et la période de 2011-2014. Quelles étaient les conditions à ces époques-là et quelles sont les conditions actuelles? Alors, à ces moments-là, en 2008, mais également en 2011-2014, il y avait un fort rebond de la demande, nous l'avons dit, mais principalement en Asie pour la période 2006-2008. Il y avait également des mesures de relance dans différents pays. L'offre était insuffisante. Il y avait une raréfaction de l'offre. Les capacités de raffinage étaient également insuffisantes. D'un autre côté, la crise financière a limité les différents types de mesures de relance économique. Et par la suite, pour la seconde période, 2011-2014, nous avons eu le printemps arabe. Donc on est d'accord que tous ces facteurs étaient des facteurs exceptionnels, inhabituels, ponctuels. Donc ce sont des facteurs qui ne devraient pas se reproduire. C'était des facteurs qui sont intervenus dans un certain contexte. Quel est le contexte actuel? Nous avons une offre qui est limitée et qui augmente progressivement. Cette offre-là est décidée par les membres de l'OPEP+. D'un autre côté, les pays qui ne sont pas membres de l'OPEP+, ne réagissent pas assez rapidement à la hausse des prix. Alors, dans ce contexte-là, il y a tout de même certaines institutions qui affirment que les producteurs de pétrole ne seront pas en mesure d'augmenter l'offre à temps. Donc, cela veut dire une explosion des cours du pétrole qui pourraient bondir vers les 100 dollars le baril. Selon la Bank of America, ces 100 dollars le baril seront atteints en 2022. Glencore, Vitol, Trafigura et Goldman Sachs estiment que ce scénario est hautement probable. Mais attention, car il y a effectivement un point noir, il y a cet accord nucléaire iranien qui pourrait empêcher les cours d'atteindre la zone des 80 à 100 dollars. Pourquoi? Parce que cela signifierait une offre plus conséquente et l'Iran qui ne cesse donc de confirmer que sa production serait de retour extrêmement rapidement après un accord. Alors effectivement, donc au vu de ces différents points, de ces différents contextes entre 2008 et la période 2011-2014 et le contexte actuel, on peut effectivement, on pourrait atteindre des 100 dollars le baril, mais la situation du niveau de l'offre est artificielle et elle ne sera pas durable. En plus de cela, nous avons un billet vert qui ne justifie pas des niveaux aussi élevés sur le marché pétrolier et la demande de son côté pourrait réagir à la hausse des cours du pétrole. Donc attention à la demande, attention à l'offre. D'un côté, une offre basse artificielle qui ne sera pas indéfinie, de l'autre côté une demande qui pourrait réagir à cette hausse des prix, une demande qui pourrait également réagir à tout retour de la pandémie. Donc rien n'est certain pour le moment. Dans un premier temps, il faudra prendre connaissance de la décision des pays membres de l'OPEP+ concernant l'offre, et d'un autre côté, il faudra surveiller le côté demande et voir le comportement de la demande, que ce soit face au prix ou bien suite à une évolution défavorable de la pandémie. Donc, concernant les marchés à terme, alors il y a 3 mois, nous avions un backwardation extrêmement faible et donc il n'y avait pas de risque pour le marché. Lorsque le backwardation est trop élevé, il y a un réel risque. C'est anormal sur les marchés à terme. Alors aujourd'hui, le backwardation est en train de s'accentuer considérablement, mais les prix, vous le voyez ici, sont attendus à 60 dollars jusqu'en 2028. Donc on peut le voir ici sur la courbe en orange. Et donc c'est une situation qui est très favorable pour les producteurs de pétrole. Cela leur permet de planifier leurs investissements, car cela leur permet donc de calculer leurs revenus en ayant un prix du pétrole jusqu'à 2028. Donc voilà sur ce côté contrat à terme.
Donc nous avons donc fait ce point-là. Nous allons parler des stocks, car on n'en a pas parlé. Devant vous, les stocks de pétrole brut aux États-Unis. C'est un facteur également à surveiller, hein. Il y a l'offre, la demande et il y a les stocks qui dépendent directement, bien entendu, de l'offre et de la demande. Alors, ce sont les stocks de pétrole brut aux États-Unis, des stocks qui sont passés sous la moyenne des 5 dernières années, ici, hein, on peut le voir, non, des 5 dernières années, hein, c'est bien cela, de 2015 à 2019. Alors, selon les pays membres de l'OPEP, les stocks de leur côté sont également tombés en dessous de cette moyenne des 5 dernières années, de 2015 à 2019. Alors, si on continue ce repli, si on va chercher la borne inférieure ici, c'est le minimum sur les 5 dernières années, effectivement, ce serait un facteur qui devrait booster les cours du pétrole. Un tel scénario d'un point de vue des stocks permettrait au pétrole d'aller chercher les 100 dollars le baril. Donc voilà les différents facteurs, les différents éléments à garder en tête concernant les cours du pétrole pour les 6 prochains mois, les éléments à surveiller, dont un élément qui nous sera communiqué peut-être aujourd'hui, c'est la décision des pays membres de l'OPEP+. Alors à présent, on va s'intéresser au métal jaune contre le Bitcoin, un parallèle que l'on avait déjà fait précédemment, il me semble, la semaine dernière. Alors ici, vous avez donc les flux des ETF. On peut constater des flux sortants concernant le gold, des flux sortants qui accompagnent le repli, ce creux qui a été marqué par le métal jaune. Donc des ETF qui s'en détournent, qui se détournent de l'or. Alors pour l'instant, ça n'a pas un réel impact, mais attention aux réglementations de Bâle 3, car effectivement, ça pourrait entraîner un sell-off, un repli considérable du gold. Donc prudence à cette réglementation bancaire, réglementation de Bâle 3. Concernant le Bitcoin, alors les flux entrants de capitaux ont été plutôt limités dernièrement. Alors on pourrait avoir de nouveaux afflux de capitaux, mais euh, il faudrait que l'or se replie considérablement. Donc effectivement, un repli de l'or en direction peut-être des 1600 dollars, voire même 1700 dollars, permettrait éventuellement, entraînerait une sortie des capitaux des ETF, et ce sont des capitaux qui iraient directement sur les cours du Bitcoin. Alors, il y a de nombreuses craintes, hein, à l'heure actuelle qui pourraient déclencher cela. Tout d'abord, nous avons cette crainte du Covid-19 avec ce nouveau variant, et en plus de cela, nous avons, concernant le marché obligataire aux États-Unis, une japonisation des États-Unis, donc des États-Unis qui deviennent peu à peu un nouveau Japon en termes de marché obligataire. Donc, concernant les corrélations, c'est très intéressant de voir que l'on commence à constater une corrélation négative entre l'or et le Bitcoin, hein. Vous voyez, vous retrouverez ici les cours de l'or en jaune, les cours du Bitcoin en noir. On peut constater assez aisément cette corrélation négative. Alors, justement, ce sont ces flux de capitaux des ETF qui l'expliquent, des ETF qui vont du gold au Bitcoin, et cela crée une corrélation négative. Le gold se replie, Lorsque le gold se replie, ces ETF vont donc se placer, on va prendre l'exemple ici, avec ce repli du gold, les ETF se placent sur le Bitcoin et cela crée une hausse du Bitcoin. Inversement, lorsque le Bitcoin se replie, les ETF se replacent sur l'or, ça crée une hausse de l'or. Donc ça explique la corrélation négative que l'on peut constater à l'heure actuelle sur le métal jaune et le Bitcoin. Et donc une reprise baissière du métal jaune pourrait donc entraîner euh, des capitaux sortants, notamment les capitaux des banques, comme nous l'avons dit, car il y aura donc cette nouvelle réglementation de Bâle 3. Et en plus de cela, au vu du copper, un métal très spéculatif, au vu de ses cours, vous le voyez en bleu, il n'y a pas de demande spéculative, hein, visiblement. Donc, concernant le Bitcoin, un petit point technique qui vient compléter ce que nous faisons habituellement en Good Morning Market. Vous le voyez, nous sommes dans ce range, hein, que nous avons abordé, un range qui est compris entre les 30 000 ici en vert et les 40 000 en rouge. Alors, si on venait à casser l'une de ces bornes de ce range, il y aura une réaction de marché. Ça permettra de déterminer la prochaine tendance. On a testé à plusieurs reprises le support à 30 000 dollars. Il faut savoir qu'à chaque test, on a une chance
supplémentaire de casser ce niveau. Chaque test augmente la probabilité d'une cassure. À l'heure actuelle, on est en train de se diriger tout droit vers les 30 000 dollars et peut-être que la prochaine sera la bonne. Donc, en cas de cassure de support des 30 000 dollars, je pense que cela pourrait être haussier pour le métal jaune. On pourrait assister à un retour des ETF car une cassure des 30 000 dollars sur le Bitcoin l'entraînerait, comme nous le disons au Good Morning Market, en direction des 19 000 voire 20 000 dollars, ce qui renverrait des capitaux en direction du métal jaune. Mais il y a cette réglementation BAL 3, il faut garder cela en tête. Alors, donc l'interaction avec les 30 000 dollars sera capitale, notamment je pense la prochaine, étant donné qu'à chaque test consécutif, nous avons davantage de chances de casser ce niveau-là. Et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette vidéo hebdomadaire. On a essayé de clarifier la situation actuelle sur le marché pétrolier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On attendra donc avec impatience la décision des pays membres de l'OPEP+. On a expliqué le chiffre du NFP, pourquoi ce chiffre-là a trouvé un juste milieu qui permet simplement de nourrir l'optimisme, étant donné que c'est un bon signe pour l'économie, ce chiffre du NFP, mais qu'également ça ne force pas la Réserve fédérale américaine à changer de politique. Et on a terminé sur le gold et le Bitcoin, à creuser davantage ce lien entre les deux, un lien qui s'explique par les flux de capitaux des ETF et donc des flux de capitaux qui expliquent la corrélation négative entre le métal jaune et le Bitcoin. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon début de semaine. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.